Tu ne le sais peut-être pas encore, mais chaque fois que tu laisses un autre être humain t'intimider, tu offres une part de ton âme en sacrifice. Il suffit d'un seul instant de faiblesse, d'un regard fuyant ou d'un silence mal placé pour que cette fissure invisible devienne un abîme. Machiavel l'avait compris bien avant nous. La peur est un instrument de pouvoir plus précis qu'une lame et plus contagieux qu'un poison. Elle ne frappe pas de front, elle s'infiltre par les interstices de ton doute et s'enracine dans la terre la plus fertile qui soit, ton besoin d'être accepté. Si tu ne prends pas garde, la peur dictera tes pensées, dirigera tes gestes et modèlera ta voix. Sans que tu t'en rendes compte, elle fera de toi un sujet docile, incapable de tenir tête à ceux qui se nourrissent de ton hésitation. Aujourd'hui, je vais te montrer comment cette mécanique se forme et pourquoi elle t'a toujours semblé naturelle. Mais surtout, je vais te révéler comment tu peux enfin la briser. Dis-moi en commentaire si tu sens que cette peur a déjà volé une partie de qui tu es. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Tu y découvriras une vérité que presque personne n'ose affronter, une révélation silencieuse mais implacable. Lorsque Machiavel écrivait Le Prince, il ne façonnait pas simplement un manuel de conquête politique. Il traçait les contours d'un art oublié, celui de démanteler la peur qui rend l'homme esclave. Il observait les princes, les chefs de guerre et les courtisans, et comprenait que l'intimidation n'était pas un accident du pouvoir, mais sa substance la plus raffinée. Dans l'Italie fracturée de la Renaissance, où chaque cité-État luttait pour sa survie, la capacité d'inspirer la crainte devenait une monnaie plus précieuse que l'or. Pourtant, derrière cette brutalité apparente se cachait une conviction philosophique profonde. Celui qui refuse d'être intimidé possède une liberté que nul trône ne peut offrir. Avec le temps, cette sagesse s'est dissoute dans un brouillard de moralisme et d'idéaux naïfs. On a préféré édulcorer l'idée qu'il fallait parfois se dresser sans trembler, sans justification ni remords. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes saturées de convenances et de masques polis, cette vérité paraît inconvenante. La peur n'est pas un état passager, c'est un système de domination. Et refuser de s'y soumettre, c'est renouer avec une puissance que la plupart ont enterrée sous des siècles de conformisme. La peur, un pacte inconscient. Tu crois peut-être que la peur est un réflexe naturel, un simple mécanisme de défense inscrit dans ton corps. Mais Machiavel avait compris qu'elle est bien plus qu'une émotion. C'est un accord secret que tu signes sans le lire, une dette silencieuse qui t'enchaîne à ceux qui prétendent te protéger. Il est temps d'ouvrir ce pacte et d'en examiner chaque clause. Le premier principe que tu dois comprendre est que la peur est un pacte inconscient. La plupart des gens imaginent que la peur est un orage passager, un coup de vent nerveux qui vient troubler leur assurance puis disparaît. Mais la vérité est plus dérangeante. Chaque fois que tu laisses la peur s'installer, tu conclus un accord que tu n'as pas signé consciemment. Tu acceptes d'obéir, tu consens à t'incliner, tu choisis de devenir celui qui se justifie avant même d'avoir été accusé. Ce pacte ne porte pas ton nom gravé dans la pierre, mais il pèse plus lourd qu'un serment solennel. Il s'écrit dans la crispation de ta nuque, dans la sécheresse de ta gorge, dans cette seconde de flottement où ton regard fuit celui de l'autre. Machiavel avait observé ce phénomène chez les hommes de pouvoir. La peur ne les affaiblissait pas uniquement parce qu'elle les paralysait, mais parce qu'elle les forçait à reconnaître un territoire qu'ils n'avaient jamais voulu céder. Quand tu as peur, tu désignes l'autre comme un maître potentiel. Tu lui tends la clé de tes défenses sans même qu'il te la demande. Il n'a pas besoin de te menacer ni de hausser le ton. Ton esprit fait tout le travail. Il interprète, il amplifie, il invente des représailles et des humiliations qui n'existent pas encore. Pendant que tu te racontes ces histoires, tu conclus un marché invisible. Je renonce à ma souveraineté en échange d'une paix qui ne viendra jamais. Car la peur ne récompense pas ceux qui la nourrissent, elle les dévore. Si tu ne romps pas ce pacte, il se renouvellera chaque fois que tu douteras de ta légitimité. Il te faudra apprendre à voir ce contrat pour ce qu'il est, une illusion que tu peux déchirer d'un seul acte de courage. C'est en refusant de te soumettre, même intérieurement, que tu redeviens l'auteur de ta propre histoire. La complaisance nourrit l'intimidation. Le deuxième principe que tu dois reconnaître est que la complaisance nourrit l'intimidation. Tu as peut-être grandi en pensant qu'il fallait arrondir les angles, montrer patte blanche et prouver ta bonne foi avant même qu'on te soupçonne.
On t'a appris qu'il valait mieux éviter le conflit et céder un peu de terrain pour préserver la paix. Mais ce que tu n'as jamais voulu voir, c'est que cette complaisance répétée ne désarme pas ceux qui cherchent à t'intimider, elle les renforce. Chaque geste d'apaisement, chaque sourire contraint, chaque concession silencieuse devient une confirmation de leur pouvoir. Machiavel savait que l'ennemi le plus redoutable n'est pas celui qui attaque sans relâche, mais celui qui attend patiemment que tu commences à douter de ta valeur. La complaisance est une offrande que tu présentes à celui qui veut te dominer. C'est comme dire, prends un peu de mon intégrité, prends un fragment de ma confiance, prends ce que tu veux si cela t'apaise. Mais rien ne l'apaise. Car l'intimidation se nourrit de cette docilité comme un feu se nourrit d'oxygène. Plus tu cherches à convaincre l'autre de ta bonne intention, plus tu creuses ta propre tombe. Et quand tu sens que tu n'as plus rien à donner, tu te retrouves prisonnier d'un rôle que tu as toi-même façonné, celui de la proie consentante. Tu crois désamorcer la tension, mais tu valides l'idée que tu n'es pas digne d'être respecté sans preuve préalable. C'est là que commence l'escalade. Tu offres un compromis, on exige une reddition. Tu présentes une justification, on réclame des excuses. Si tu ne comprends pas que la complaisance est la première monnaie de l'intimidation, tu continueras d'échanger ta dignité contre une paix imaginaire. Il ne s'agit pas de devenir brutal ou d'imposer ton pouvoir par la force. Il s'agit simplement de refuser de courber l'échine pour obtenir la validation de ceux qui n'ont aucun scrupule à te faire douter. C'est ce refus calme et sans appel qui fait naître le respect que tu espères en secret. Le silence, un signal de soumission. Le troisième principe que tu ignores souvent est que le silence est un signal de soumission. On croit parfois que se taire est une forme de sagesse, que le silence protège des conflits et désamorce la violence. Mais la vérité, plus inconfortable, c'est que le silence répété, celui qui naît de la peur et non de la maîtrise, devient un drapeau blanc hissé au sommet de ton esprit. Machiavel avait compris que l'intimidation ne grandit pas seulement par la force des mots, mais par l'absence de réponse. Quand tu te tais, quand tu baisses les yeux, quand tu détournes le visage pour ne pas affronter le regard de celui qui t'évalue, tu reconnais son droit de te juger. Tu penses gagner du temps, retarder le choc, éviter la tension. En réalité, tu confirmes ce qu'il soupçonnait déjà, que tu n'oses pas défendre ta position, que tu acceptes sa supériorité, que tu renonces à l'idée même de résister. Le silence, dans ce contexte, n'est pas neutre. Il est une confession muette, un aveu plus éloquent qu'un discours. Et plus tu l'utilises comme refuge, plus il devient un cercueil pour ta confiance. Chaque seconde où tu retiens ta voix grave ton rôle dans la mémoire de l'autre. Tu es celui qui ne riposte pas, celui qu'on peut pousser sans craindre de conséquences. Tu ne le vois pas tout de suite parce que l'intimidation n'explose pas toujours comme une tempête. Elle s'insinue comme une brume. Elle se nourrit de tes silences, de tes concessions minuscules, de tes hésitations polies. C'est pour cela qu'il te faudra apprendre à distinguer le silence de l'apaisement du silence de la capitulation. L'un est un choix conscient, l'autre, un réflexe de peur. Si tu veux inverser ce rapport de force, tu dois oser parler quand tout en toi réclame la fuite. Oser nommer ce qui t'étouffe. Oser dire non avec calme et certitude. Parce que c'est dans ce moment précis, quand ta voix s'élève malgré la crainte, que tu commences à briser l'illusion de leur pouvoir. La peur se nourrit de ton imagination. Le quatrième principe que tu refuses de voir est que la peur se nourrit de ton imagination. Il est facile de croire que ceux qui t'intimident possèdent une force réelle, un ascendant indiscutable gravé dans leur stature, leur voix ou leur regard. Pourtant, Machiavel avait observé que le pouvoir le plus écrasant n'est pas celui qui s'impose par la contrainte physique, mais celui que ton esprit fabrique dans le secret de ton imagination. Chaque fois que tu redoutes leur réaction, que tu anticipes un jugement, que tu devines un reproche avant qu'il ne soit formulé, tu participes à ériger un monument invisible devant lequel tu finis par t'agenouiller. La peur, dans ces moments-là, n'est pas un simple réflexe. Elle devient une architecture mentale, un édifice que tu renforces brique après brique à force de scénarios catastrophes. Tu imagines la colère, le mépris, la sentence. Tu prévois les humiliations qui n'existent que dans la chambre close de ton esprit, et plus tu leur donnes corps, plus tu rends l'intimidation inévitable. Machiavel l'aurait dit sans détour,
La crainte est un simulacre qui réclame ton imagination comme allié. Si tu cessais un instant d'alimenter cette fiction, tu verrais que l'autre n'est pas un géant mais un homme, pas un tyran mais un être rempli de doutes semblables aux tiens. Le problème, c'est que tu ne questionnes jamais ce récit intérieur. Tu le crois authentique parce qu'il te fait frissonner. Tu confonds la vivacité de tes images mentales avec la certitude qu'elles annoncent le réel. Et c'est ainsi que la peur trouve son terreau le plus fertile dans ton incapacité à discerner la différence entre l'anticipation et le fait. Si tu veux échapper à ce piège, tu devras apprendre à observer tes pensées comme des nuages, pas comme des présages. Laisse-les passer sans leur jurer fidélité. Car tant que tu prêteras serment à ces visions, tu continueras de te soumettre à des spectres plus cruels que n'importe quel adversaire réel. La liberté commence quand tu retires à ton imagination le pouvoir de signer ton abdication. L'intimidation, un miroir de ta propre honte. Le cinquième principe que tu sous-estimes est que l'intimidation est un miroir de ta propre honte. Peu de gens acceptent de reconnaître que la peur qui les enferme ne vient pas toujours des menaces extérieures, mais d'une vieille honte qu'ils n'ont jamais osé regarder en face. Machiavel l'avait compris, celui qui tremble devant l'autre révèle surtout une conviction intime qu'il ne mérite pas d'être respecté. Cette honte n'est pas toujours consciente. Elle est tapie dans les souvenirs d'humiliation, les échecs qu'on s'est juré d'oublier, les mots qu'un jour on t'a jetés au visage et qui ont creusé un sillon dans ta mémoire. L'intimidation trouve sa force dans ce terrain préparé. Quand tu crois que tu n'as pas le droit de tenir ta place, que ta voix ne vaut pas celle des autres, tu offres à quiconque le veut la possibilité de t'écraser. Et même si l'autre ne dit rien, même s'il se contente d'un silence lourd, tu interprètes ce silence comme une confirmation. Tu n'es pas digne, tu n'as pas ta place. Cette honte est le plus redoutable des alliés de l'intimidation parce qu'elle agit en coulisses. Elle te fait croire que tu luttes contre la violence de l'autre alors que tu combats surtout ton propre jugement intérieur. Tant que tu refuses de nommer cette part de toi qui se sent coupable d'exister, tu continueras à donner à chaque regard hostile la puissance d'un verdict. C'est en acceptant de la voir, en reconnaissant qu'elle t'habite sans t'appartenir, que tu peux commencer à desserrer son emprise. Tu n'as pas à la faire disparaître par la force. Tu as simplement à cesser de la confondre avec la vérité. Car la honte n'est pas un oracle, elle est une mémoire blessée. Elle ne connaît pas ton avenir. Elle ne décide pas de ta valeur. Si tu la laisses diriger tes rapports aux autres, elle choisira toujours l'abdication. Maintenant, pose-toi cette question. Quelle est cette vieille honte qui t'empêche encore de relever la tête? Dis-le-moi en commentaire si tu as le courage de la nommer. La peur se transmet comme une contagion. Le sixième principe que tu dois dévoiler est que la peur se transmet comme une contagion. Il est tentant de croire que ta peur ne regarde que toi, qu'elle se limite à ce que tu ressens derrière ton visage impassible. Pourtant, Machiavel l'avait compris, la peur est un fluide invisible qui se propage de l'esprit au corps, puis du corps à ceux qui t'observent. Elle est une contagion lente et silencieuse qui modèle l'atmosphère autour de toi. Chaque fois que tu laisses ton souffle se raccourcir, que ta voix tremble, que ton regard glisse vers le sol, tu inocules dans l'air une incertitude que les autres respirent. Et ceux qui se tiennent en face, qu'ils soient amis, rivaux ou inconnus, sentent cette vibration et réagissent en conséquence. Certains se sentiront supérieurs, d'autres seront mal à l'aise, d'autres encore saisiront l'opportunité de renforcer leur propre pouvoir. La peur est ainsi. Elle ne s'arrête pas à la frontière de ta peau. Elle devient un langage que tu parles sans en être conscient. C'est pour cela qu'elle est si redoutable. Elle ne se contente pas de te diminuer. Elle façonne la perception que les autres auront de toi avant même que tu ouvres la bouche. Si tu entres dans une pièce avec cette peur collée à tes épaules, tu modifies la chimie de chaque échange. Tu offres aux plus audacieux la confirmation qu'ils peuvent te dominer. Tu donnes aux plus prudents la permission de te traiter avec condescendance. Machiavel aurait dit que rien n'est plus dangereux qu'un esprit qui ignore l'influence de sa propre crainte. Parce qu'en refusant d'en prendre la mesure, tu deviens le premier complice de ton propre effacement. Pourtant, cette contagion peut être arrêtée. Elle ne résiste pas à la lucidité. Quand tu vois que ta peur s'exprime dans ton corps, que tu comprends qu'elle envoie un message plus fort que tes mots,
Tu peux décider de rompre le cycle. Tu peux respirer plus lentement, redresser ta nuque, soutenir le regard. Ces gestes simples ne sont pas des parades, ce sont des antidotes. Ils rappellent aux autres que tu es présent et surtout que tu n'es pas prêt à céder. L'absence de peur, un choix, pas un don. Le 7e principe que tu dois incarner est que l'absence de peur est un choix, pas un don. Beaucoup se racontent que certains naissent avec le courage et d'autres pas, que la force tranquille qui impressionne les esprits est un don réservé à quelques rares privilégiés. Machiavel aurait souri face à cette illusion. Il savait que l'absence de peur n'est jamais une grâce tombée du ciel. C'est une décision que l'on prend et que l'on renouvelle encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Tu crois peut-être que ce choix se fait une seule fois, dans un moment d'orgueil ou de défi. Mais c'est plus subtil, plus exigeant que cela. Chaque situation où tu ressens la peur est une invitation à basculer dans la docilité ou à affirmer ta présence. Chaque regard de jugement, chaque critique à peine voilée, chaque silence plein d'attente est une épreuve minuscule qui, cumulée, décide de la personne que tu deviens. Tant que tu cherches à éviter ces épreuves, tant que tu attends que l'assurance t'envahisse comme un cadeau, tu restes prisonnier de l'espoir qu'un jour la peur se lassera. Elle ne se lassera pas. Elle s'invitera à ta table tant que tu lui réserveras une chaise. C'est seulement lorsque tu cesses de demander sa permission que tu commences à la priver de son autorité. L'absence de peur n'est pas une absence de frisson, ni une disparition miraculeuse de tes doutes. C'est un refus tranquille de la laisser décider pour toi. C'est une discipline de l'esprit qui ne dépend ni des circonstances, ni des regards, ni des verdicts. Si tu attends que le monde se fasse clément pour oser être sans peur, tu attends une époque qui n'existera jamais. Si tu décides aujourd'hui que ta voix, ton corps, ta pensée ne se courberont plus, même si la peur murmure encore, alors tu comprendras ce que Machiavel voulait dire. Le courage n'est pas un état, c'est un choix. Et ce choix, tu peux le faire dès maintenant. Les déguisements trompeurs de la peur. Tu pourrais croire que la peur n'est qu'une ombre simple à identifier et à repousser. Pourtant, elle se déguise, elle se dissimule dans des attitudes respectables. Elle se fait passer pour de la prudence, de l'humilité ou de la bienséance. Machiavel l'avait vu, la peur aime se vêtir de vertu pour mieux te lier. Il est temps de lever ses masques. Paradoxe 1. L'envie d'être aimé alimente la soumission. Le premier paradoxe que tu ignores, c'est que l'envie d'être aimé alimente la soumission. Tu te dis peut-être que vouloir être apprécié est un trait noble, une preuve d'humanité et d'ouverture. Pourtant, Machiavel aurait affirmé que cette soif d'acceptation contient une racine de faiblesse plus profonde qu'il n'y paraît. Car plus tu désires être aimé, plus tu deviens vulnérable au moindre signe de désapprobation. Tu finis par surveiller chacun de tes mots, modeler chacun de tes gestes, censurer chacune de tes pensées pour préserver cette illusion d'adhésion totale. Cette quête d'approbation n'est pas un simple besoin, c'est un mécanisme qui t'entraîne à sacrifier ta liberté pour un regard bienveillant. Elle t'enseigne à capituler, avant même qu'on t'impose quoi que ce soit. Et plus tu cherches à plaire, plus tu invites l'autre à tester les limites de ta complaisance. Car il n'y a rien de plus prévisible qu'un esprit qui redoute de déplaire. Machiavel savait que celui qui ne tolère pas d'être mal jugé sera toujours prêt à faire des concessions. Si tu veux inverser cette dynamique, il te faut accepter que la valeur de ton existence ne dépend pas du confort émotionnel de ceux qui t'observent. C'est seulement en cessant de quémander l'affection que tu peux commencer à affirmer la vérité de qui tu es, sans permission. Paradoxe 2. La quête de justice nourrit parfois la peur. Le deuxième paradoxe que tu refuses de voir, c'est que la quête de justice nourrit parfois la peur. Tu pourrais croire que ton attachement à la justice te protège, qu'il te donne la force de refuser l'injustice et de t'opposer aux abus. Pourtant, Machiavel aurait dit que cet idéal, s'il n'est pas maîtrisé, devient un piège subtil. Quand tu attends du monde qu'il soit toujours équitable, tu prépares ton esprit à trembler dès qu'il ne l'est pas. Car plus tu tiens à ce que chacun se conforme à ta vision d'un ordre juste, plus tu crains la brutalité qui ne respecte aucune règle. Et cette crainte te rend vulnérable, non parce qu'elle est infondée, mais parce qu'elle te surprend chaque fois qu'elle surgit. La quête de justice se transforme alors en un besoin de contrôle.
Tu espères qu'en agissant avec droiture, en montrant l'exemple, en respectant les codes, tu échapperas à l'arbitraire. Or, la réalité est plus rude. La peur naît précisément de cette attente d'un équilibre qui n'existe pas toujours. Celui qui accepte que le monde est parfois injuste, que les hommes n'hésitent pas à employer la ruse ou la force, celui-là découvre une force nouvelle, celle de ne plus être pris au dépourvu. Tu peux poursuivre la justice sans l'illusion qu'elle te protégera de tout. C'est dans cette lucidité que se trouve un espace de courage dépouillé de naïveté. Paradoxe 3. L'image de soi protège l'ego mais fragilise le courage. Le troisième paradoxe que tu sous-estimes, c'est que l'image de soi protège l'ego mais fragilise le courage. Tu passes peut-être des années à façonner une image irréprochable, celle d'une personne posée, réfléchie, respectée. Tu veilles à ne jamais te montrer faible, à ne pas laisser paraître tes doutes. Pourtant, Machiavel aurait remarqué que cette façade si soignée devient souvent un piège bien plus cruel que l'hostilité des autres. Car plus tu t'attaches à ton apparence de solidité, plus tu redoutes le moment où elle sera mise à l'épreuve. L'image de soi est un rempart érigé contre la peur, mais c'est un rempart fragile. Il suffit d'une critique, d'un regard qui te perçoit sans phare, d'un échec inattendu pour qu'il se fissure. Et quand il se fissure, tu te retrouves nu, plus vulnérable encore qu'avant d'avoir bâti cette forteresse. C'est ainsi que l'ego, si prompt à se défendre, finit par saboter le courage qu'il prétend préserver. Tu redoutes d'agir non parce que tu manques de force, mais parce que tu crains la dissonance entre l'image que tu projettes et la réalité plus incertaine qui sommeille en toi. Si tu veux cesser de trembler, il te faudra renoncer à cette perfection imaginaire et accepter de te montrer imparfait, faillible, exposé. Car le véritable courage ne naît pas d'un masque, mais de la capacité à rester debout quand il tombe. Paradoxe 4. La peur de l'humiliation est souvent plus douloureuse que l'humiliation elle-même. Le quatrième paradoxe est que la peur de l'humiliation est souvent plus douloureuse que l'humiliation elle-même. Tu passes peut-être ta vie à éviter l'instant précis où quelqu'un te ridiculisera, te fera sentir que tu n'es pas à la hauteur. Tu t'imagines que cette humiliation sera insupportable, qu'elle marquera un point de non-retour. Mais Machiavel aurait dit que cette crainte est souvent un fantasme plus cruel que l'événement que tu redoutes. Car la peur de l'humiliation est une souffrance anticipée, un scénario que tu rejoues dans ton esprit jusqu'à le rendre plus vivant que la réalité. Tu revis l'échec avant qu'il n'advienne. Tu entends les rires. Tu ressens la brûlure du mépris sans qu'aucun mot n'ait encore été prononcé. Et plus tu fuis cette perspective, plus elle grossit. C'est ainsi que l'angoisse devient un bourreau qui travaille sans relâche, qui t'épuise et te persuade qu'il vaut mieux se taire, se cacher, renoncer. Pourtant, l'humiliation réelle, quand elle arrive, est souvent plus brève, moins absolue que tu ne l'avais imaginé. Elle passe comme un orage. Elle laisse des traces, mais elle ne définit pas qui tu es si tu refuses de lui céder ce pouvoir. Si tu acceptes que la honte puisse te frôler sans te détruire, tu découvres qu'elle n'a pas le poids qu'elle prétend. Ce n'est pas l'humiliation qui t'emprisonne, c'est l'anticipation sans fin qui l'accompagne. Paradoxe 5. La fuite intérieure est une capitulation invisible. Le cinquième paradoxe que tu dois reconnaître, c'est que la fuite intérieure est une capitulation invisible. Quand la peur devient trop dense, trop proche, tu crois parfois qu'il suffit de t'éloigner en esprit pour y échapper. Tu te retires derrière un rideau intérieur. Tu fais semblant d'écouter, tu hoches la tête en silence, mais ton attention s'est déjà réfugiée loin de la scène. Machiavel aurait observé ce mouvement avec la même lucidité qu'il accordait aux stratégies visibles. Il savait que cette fuite mentale n'est pas une protection, mais une reddition discrète. Tu ne cries pas, tu ne pleures pas, tu ne protestes pas, tu te tais et tu te retires. Et dans ce retrait, tu offres à l'autre le champ libre pour t'imposer sa volonté. Cette capitulation est d'autant plus dangereuse qu'elle porte le masque de la prudence. Tu te dis que tu gagnes du temps, que tu évites d'aggraver le conflit, mais la vérité c'est que tu abandonnes ta place avant même d'avoir tenté de la défendre. Plus tu pratiques cette fuite intérieure, plus elle devient un réflexe. Au moindre signe de tension, tu t'éteins, tu disparais. Et plus tu disparais, plus tu confirmes que tu es prêt à céder sans condition.
Si tu veux rompre ce cycle, il ne suffit pas de rester présent en apparence. Il te faudra demeurer présent en conscience. C'est en gardant ton attention ancrée, même dans l'inconfort, que tu commences à regagner le territoire intérieur que la peur t'a volé. Paradoxe 6. L'orgueil camouflé se fait passer pour prudence. Le 6e paradoxe que tu redoutes, c'est que l'orgueil camouflé se fait passer pour prudence. Il est si facile de confondre la peur avec une prudence respectable, de la déguiser en sagesse pour éviter de reconnaître sa véritable nature. Machiavel aurait vu dans cette confusion une ruse de l'ego, un mécanisme de défense qui se pare des plus beaux atours pour ne pas se nommer. Quand tu refuses d'avancer sous prétexte que le moment n'est pas opportun, quand tu expliques que tu attends simplement plus de certitude, plus de garantie, tu nourris parfois une illusion, celle d'être raisonnable. Mais derrière ces justifications se cache souvent un orgueil blessé qui redoute d'échouer. Un orgueil qui préfère ne rien tenter plutôt que de risquer d'être jugé. La peur se glisse alors sous le masque d'une prudence excessive et te persuade que ton immobilité est une forme d'intelligence. En réalité, c'est une stratégie subtile pour préserver ton image, pour éviter de montrer ta vulnérabilité. Plus tu t'accroches à cette posture, plus tu renforces l'idée que tu n'es pas prêt, que tu ne le seras jamais. Et pendant que tu ajoutes des raisons à ton attente, la vie avance sans toi. Si tu veux briser cette illusion, il te faudra accepter que la vraie prudence n'est pas l'immobilité, mais le discernement. Il faut agir quand il le faut et refuser quand il le faut, sans jamais confondre la peur de l'échec avec la sagesse. Paradoxe 7. La liberté réelle naît du consentement à être mal jugé. Le 7e paradoxe que tu dois intégrer, c'est que la liberté réelle naît du consentement à être mal jugé. Tu cherches peut-être, sans même t'en rendre compte, à être compris, respecté, approuvé par tous ceux que tu rencontres. Tu te dis que si tu agis avec justesse et honnêteté, si tu montres ta bonne foi, personne n'osera te condamner. Pourtant, Machiavel aurait affirmé que cette attente est le plus sûr chemin vers la dépendance. Car tant que tu réclames la validation des autres, tu leur donnes le pouvoir de définir ta valeur. La peur de leur jugement devient la chaîne qui t'empêche de choisir en conscience. Le paradoxe, c'est que la liberté la plus profonde ne s'obtient pas en cherchant à convaincre tout le monde de ta légitimité. Elle naît du moment précis où tu acceptes d'être mal compris, rejeté, peut-être même méprisé, sans que cela ne change ce que tu décides d'incarner. C'est un détachement qui ne ressemble pas à de l'indifférence, mais à une forme de fidélité à toi-même, plus forte que le désir d'être aimé. Quand tu cesses de marchander ton intégrité contre des sourires, quand tu consens à ne pas plaire, tu ressens un vertige étrange, celui de n'avoir plus rien à prouver. Machiavel l'aurait appelé la souveraineté intérieure. Elle ne dépend pas du regard qu'on pose sur toi. Elle commence là où tu cesses de négocier avec ta peur et que tu choisis enfin d'exister selon tes propres termes. Tu as maintenant découvert les mécanismes invisibles qui alimentent la peur et la soumission. Mais il ne suffit pas de les comprendre pour s'en libérer. Il te faut des gestes, des choix, des rituels qui incarnent cette lucidité. Es-tu prêt à découvrir ces techniques concrètes pour retrouver ta souveraineté ? Voici cette technique concrète que tu peux commencer à pratiquer. Elles te permettront d'inverser l'élan de l'intimidation et de retrouver ta souveraineté. Technique 1. Pratique la présence physique consciente. Le premier acte que tu dois poser pour reprendre ton pouvoir, c'est de pratiquer la présence physique consciente. Quand la peur surgit, ton corps se contracte avant même que ton esprit trouve les mots. Machiavel aurait dit que cette crispation est le premier signe de capitulation. Pour l'inverser, tu dois cultiver une présence physique qui affirme ton droit d'exister. Commence par ancrer tes pieds au sol comme si tu absorbais la stabilité de la terre sous toi. Détends ta mâchoire, relâche tes épaules, redresse ta colonne vertébrale. Ces gestes simples ne sont pas anecdotiques. Ils envoient à ton système nerveux un signal de sécurité. Quand tu occupes l'espace sans t'excuser, tu retires à l'autre la possibilité de sentir ta vulnérabilité. C'est une forme silencieuse de courage, être-la pleinement, sans te rétracter. Tu découvriras que ce premier ancrage physique libère ta voix et clarifie ton esprit.
car un corps qui assume sa place prépare l'esprit à refuser la soumission. Chaque fois que la peur revient, recommence ce rituel. Respire lentement. Sens ton poids. Redresse-toi. Tu n'as pas besoin de mots complexes. Ta simple posture dit « Je suis ici et je ne fuis pas ». Technique 2. Déclare ta limite sans justification. Le deuxième acte que tu dois poser pour reprendre ton pouvoir, c'est de déclarer ta limite sans justification. Quand l'intimidation se présente, ton premier réflexe est souvent de t'expliquer. De démontrer ta bonne foi. De montrer que tu n'es pas une menace. Machiavel aurait vu là un élan dangereux. Celui qui prépare le terrain de ta soumission. La clé, c'est d'apprendre à énoncer tes limites sans les emballer dans des justifications interminables. La prochaine fois qu'on te parle avec condescendance, que l'on cherche à tester ta patience, prononce une phrase claire, « Je ne suis pas d'accord » ou « Je ne l'accepte pas ». Et ensuite, tais-toi. Résiste à la tentation d'ajouter des excuses. C'est ce silence qui donne du poids à ta parole. Il crée un espace où l'autre doit assumer la responsabilité de sa propre attitude. Cette posture n'est pas agressive. Elle est sobre. Inébranlable. Elle montre que tu ne cherches pas à convaincre, mais à poser une frontière que tu assumes. Au début, tu trembleras peut-être en le faisant. Mais avec chaque répétition, ta voix deviendra plus posée. Tu découvriras que c'est en retirant la justification que tu redonnes à tes mots la force d'un acte. Technique 3. Expose-toi volontairement à l'inconfort social. Le troisième acte que tu dois poser pour reprendre ton pouvoir, c'est de t'exposer volontairement à l'inconfort social. Si tu passes ta vie à éviter toute situation où tu pourrais être jugé, interrompu ou contredit, la peur s'enracine plus profondément à chaque esquive. Machiavel aurait conseillé de te confronter volontairement à ces moments de tension pour réduire leur pouvoir. Commence par de petits gestes. Prends la parole en public, même si ta voix tremble. Ose exprimer une opinion impopulaire. Refuse poliment une demande qui ne te convient pas. Chaque action qui te place dans un léger inconfort est un entraînement silencieux. Car le courage ne naît pas d'un seul grand acte héroïque, mais d'une série de petites confrontations qui t'apprennent que tu peux supporter la chaleur du regard et la froideur du silence. Plus tu répètes cet exercice, plus tu constates que le pire scénario que tu imaginais n'arrive presque jamais. Et même quand il arrive, il n'a pas la force que tu lui prêtais. Ce rituel d'exposition graduée est une école intérieure. Elle t'enseigne que l'inconfort n'est pas un danger mortel, mais un passage obligé vers la souveraineté. N'attends pas que la confiance vienne. Crée-la en entrant volontairement dans ces zones que tu redoutais. Technique 4. Refuse le rôle de sauveur silencieux. Le quatrième acte que tu dois poser pour reprendre ton pouvoir, c'est de refuser le rôle de sauveur silencieux. Il arrive que pour éviter le conflit, tu prennes sur toi la responsabilité d'apaiser tout le monde. Tu deviens celui qui sourit quand il ne le pense pas. Celui qui absorbe la colère des autres sans rien dire. Celui qui s'efface pour que l'harmonie soit préservée. Machiavel aurait vu dans ce réflexe une stratégie dangereuse. Celle qui fait de toi un complice malgré toi. Quand tu endosses le rôle de sauveur silencieux, tu renforces la conviction des autres qu'ils ont le droit d'exiger ton consentement, ton approbation, ton renoncement. Refuser ce rôle ne signifie pas devenir brutal ou indifférent. Cela signifie seulement que tu cesses de porter sur tes épaules le poids qui ne t'appartient pas. La prochaine fois qu'on t'impose une attente implicite, pose-toi cette question, est-ce ma responsabilité? Si la réponse est non, rappelle-toi que tu peux dire, je comprends ce que tu ressens, mais je ne peux pas le porter à ta place. Ces mots simples sont une rupture avec la peur d'être jugé égoïste. Ils marquent le début d'une relation plus équilibrée, où tu choisis ce que tu donnes et à qui tu l'offres. C'est un acte de respect envers toi-même. Et c'est souvent la limite que l'intimidation n'ose pas franchir. Technique 5. Nomme calmement ce qui se passe. Le cinquième acte que tu dois poser pour reprendre ton pouvoir, c'est de nommer calmement ce qui se passe. Quand tu ressens la peur,
ton premier réflexe est de la camoufler. De faire semblant que rien ne t'atteint. Tu te forces à sourire. À détourner la conversation. À ignorer l'attention. Pourtant, Machiavel aurait remarqué que c'est précisément ce silence fin qui offre à l'autre le pouvoir de prolonger son emprise. La clé est d'oser nommer ce qui se joue sans agressivité. Sans ironie. Sans défense. Si quelqu'un hausse le ton pour t'intimider, regarde-le et dis simplement « Je vois que tu cherches à me faire peur ». Si un silence pesant s'installe, prononce « Je sens qu'il y a une attente ici ». Ces mots, même posés avec douceur, sont des éclats de lucidité. Ils dissipent la brume de l'intimidation. Car l'angoisse se nourrit de l'implicite. Quand tu la nommes, elle perd une partie de sa force. Ce geste ne te rend pas invulnérable. Mais il t'ancre dans ta position. Il montre que tu refuses de participer à un jeu dont tu n'as jamais choisi les règles. Plus tu pratiqueras cet art de nommer, plus tu constateras que la peur recule. Dès qu'elle est exposée à la lumière simple de la parole assumée. Technique 6. Refuse de te justifier quand tu dis non. Le 6e acte que tu dois poser pour reprendre ton pouvoir, c'est de refuser de te justifier quand tu dis non. Dire non est l'un des gestes les plus simples en apparence. Mais aussi l'un des plus redoutés. Tu redoutes que ton refus déclenche une crise. Qu'on t'accuse d'égoïsme. Qu'on te retire une part d'estime. Machiavel aurait dit que celui qui tremble de refuser offre son autonomie comme rançon. Pour reprendre ta souveraineté, il te faut apprendre à dire non sans y accoler une longue litanie d'explications. Quand tu t'excuses, tu cherches à racheter un droit qui n'aurait jamais dû être mis en question, le droit de poser tes limites. La prochaine fois qu'on attend quelque chose que tu n'as pas envie de donner, essaie de répondre simplement « Non, ce n'est pas possible pour moi ». Et ensuite, respire. Laisse le silence s'installer. Tu verras que c'est dans cette pause que l'autre mesure la solidité de ton choix. Au début, tu ressentiras un vertige. Comme si tu venais de commettre une faute grave. Mais plus tu pratiqueras ce refus sans justification, plus tu sentiras qu'il est légitime. Car la peur se nourrit de l'idée que tu dois tout expliquer pour être respecté. En vérité, ton non est complet sans autre ajout. C'est un point final, pas une parenthèse. Technique 7. Engage-toi à faire un pas malgré la peur. Le 7e acte que tu dois poser pour reprendre ton pouvoir, c'est de t'engager à faire un pas malgré la peur. Tu attends peut-être que la confiance s'installe avant d'agir. Que la peur se dissolve d'elle-même comme une brume au lever du soleil. Mais Machiavel aurait dit que cette attente est la forme la plus subtile de la paralysie. La confiance n'apparaît pas en premier. Elle suit toujours un premier pas imparfait. Ce pas peut être minuscule. Prendre la parole quand ton cœur bat fort. Soutenir un regard au lieu de le fuir. Exprimer un désaccord sans hausser le ton. L'essentiel n'est pas la taille du geste, mais l'engagement de ne plus reculer à chaque frisson. Quand tu choisis d'avancer malgré la peur, tu crées une nouvelle référence dans ton esprit. Tu découvres que tu peux agir sans attendre d'être prêt. Et plus tu répètes cette expérience, plus ta perception change. La peur cesse d'être un mur infranchissable. Elle devient un simple passage. Rien ne t'oblige à te précipiter, à tout affronter en un jour. Mais tu as le pouvoir de décider qu'aujourd'hui tu feras un pas de plus. C'est dans cette régularité humble que naît une souveraineté que personne ne pourra te reprendre. Si tu regardes honnêtement tout ce que nous venons de traverser, tu comprendras que l'intimidation n'est pas seulement un rapport de force entre deux personnes. C'est un miroir silencieux qui reflète ce que tu crois mériter. Machiavel avait compris que la peur, la honte et le besoin d'approbation sont des leviers plus puissants que les menaces ouvertes. Il savait que la soumission se glisse dans les détails. Un silence de trop, un regard fuyant, une justification offerte sans qu'on l'ait demandé. Tout ce qui semble anodin est en réalité un choix répété, un geste qui t'enracine dans un rôle que tu prétends ne pas avoir choisi. Tu peux passer ta vie à attendre que l'autre se montre plus juste, plus doux, plus compréhensif, mais rien ne garantit que cela arrivera. Et pendant que tu attends, tu abandonnes chaque jour un peu plus ta place.
Tu oublies que la liberté ne se donne pas. Elle se prend souvent dans l'inconfort et le doute. Ce que tu as découvert ici n'est pas une liste de recettes miraculeuses, ni un appel à la confrontation permanente. C'est une invitation à regarder la peur en face et à reconnaître qu'elle n'est pas un destin. Elle n'est qu'un récit ancien que tu peux cesser de répéter. Chaque principe que tu as entendu, chaque acte que tu as pratiqué est un fil que tu tires pour défaire l'étoffe de ta servitude. Ce processus ne sera jamais parfait ni linéaire. Il y aura des jours où tu retomberas dans l'ancien réflexe. Te taire, t'excuser, fuir. Mais si tu gardes la lucidité que tu as cultivée ici, ces chutes ne seront plus des défaites, simplement des rappels de vigilance. Un jour sans cérémonie, tu sentiras que tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu n'attendras plus que l'on t'autorise à exister selon tes termes. Tu comprendras enfin que la souveraineté n'est pas un éclat de fierté, mais une paix profonde. Celle de savoir que tu n'es plus disponible pour la domination d'autrui. C'est ce moment silencieux et presque banal qui marque la fin de l'intimidation. Si ce chemin t'inspire, dis-moi en commentaire ce que tu retiens de plus essentiel. Abonne-toi si tu veux continuer cette exploration des profondeurs psychologiques et des vérités qu'on préfère souvent ignorer. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de ne plus plier. Et souviens-toi, la peur peut te frôler mais elle n'a plus le pouvoir de t'arrêter si tu refuses de signer le pacte qu'elle te tend.